Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé. Et aujourd'hui, ensemble, on retombe dans les bonnes vieilles pantoufles de la 5e édition de Donjons Dragons. Alors que parfois, on a le goût d'en parler, pour des bonnes raisons, pour les moins bonnes raisons, tout dépendant le but de cette vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais surtout le goût en fait de vous partager mes coups de cœur en matière de bestiaire, en matière de manuel de monstres pour la 5e édition, mais non officiel. Donc, ce n'est pas Volo Guide to Monsters, ce n'est pas le Monster Manuel de la 5e, c'est vraiment plus qu'est-ce qui est venu me taper dans l'œil en matière de monstres, en matière de créatures provenant de différents fournisseurs, fabricants, maisons de publication. Et vous allez voir, il y a certains livres qui reviennent dans d'autres vidéos que j'ai pu faire concernant la 5e édition. À un certain point, on ne peut pas non plus réinventer au complet la sauce. Il y a des choses que je considère incontournables dans plusieurs catégories différentes. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, eh bien, vous le savez sûrement que Donjons Dragons, eh bien, à mes yeux, c'est correct. Ça passe. Là. J'ai beaucoup je joue. J'ai du plaisir quand je joue avec des gens de qualité qui sont souvent des très bons maîtres de jeu, comme Félix par exemple. Mais je trouve beaucoup plus, en général, des produits de qualité. Je parle vraiment plus des ouvrages, des livres de base, dans les publications qui sont indépendantes, provenant justement de d'autres compagnies. On le sait. Il y a eu toute la déboire de cette, on va dire, du fameux OGL l'année passée, mais quand bien même, il y a plusieurs compagnies qui se penchent sur la question et qui ont fait de produits vraiment de qualité pour la 5e édition, et c'est le cas en fait pour les bestiaires. Et également, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous devez le savoir, j'adore les bestiaires, j'adore le lore, j'adore les concepts, l'histoire qui tourne autour des monstres et des créatures que peuvent rencontrer les personnages. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça, je me penche là-dessus. 5 bestiaires que j'apprécie énormément de la 5e édition, mais toutefois, avant de commencer, je vais faire une petite bémol, une petite précision, dans le but de rendre le tout un peu plus intéressant et de possiblement partager des bestiaires que j'aime et qui ne sont pas si connus que ça. Je vais volontairement omettre les bestiaires de la compagnie Cobalt Press. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les ouvrages classiques qui ont une énorme réputation et qu'on entend parler en fait dans tous les tops et dans tous les présentations de livres indépendants de la 5e édition qui sont incontournables. Les bestiaires de la Cobalt Press s'y retrouvent et on parle par exemple de Tome of Beasts, le 1, 2, 3, Codex Monsters, ce sont des valeurs sûres. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ces livres-là, je vous conseille fortement de vous jeter là-dessus si vous appréciez les bestiaires, si vous êtes féru de la 5e édition. Selon moi, c'est vraiment des valeurs sûres, c'est vraiment des livres incontournables pour rajouter un peu de piquant en matière de bestioles et de créatures étranges que les personnages peuvent rencontrer dans des parties, mais prenez pour acquis que, comme n'importe quel bestiaire, je ne sais pas si vous vous rappelez à la 3e édition, c'était ça également aussi, plus on avance dans les numéros, plus on tombe dans des monstres bizarres. Et Tome of Beast, 3e du nom, le numéro 3, est particulièrement funky, des bestioles assez particulières qui vont, faire sortir des pantoufles et des habitudes qu'on pourrait avoir d'un simple gobelin ou d'un dragon, par exemple. Mais pour offrir un peu plus de visibilité à des produits que j'apprécie, je vais volontairement passer à d'autres bestiaires qui ont attiré mon attention, mais pensez-y, Tome of Beasts, Codex Monster, Tome of Beasts 1, 2, 3, Codex Monster de Cobalt Press, c'est vraiment du bonbon, là, comme on dit. Et on commence avec le numéro 5, Ultimate Bestiary Revenge of the Horde. J'ai eu de la misère à le dire, cette suite de mots-là ensemble, j'avais de la difficulté, j'ai dû me reprendre à quelques reprises. Bestiaire publié chez North Games. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, je vais le dire juste une fois, ils sont tous en anglais. Malheureusement, c'est une question de disponibilité, c'est une question d'accessibilité. J'ai pas le choix. Je n'ai pas en ma possession assez de bestiaires francophones pour faire un top. J'aimerais ça qu'il y en ait plus de disponibles. J'aimerais ça qu'il y ait plus de produits de bestiaires et autres livres comme ça qui puissent être distribués ou même accessibles en Amérique du Nord dans la francophonie. Mais c'est malheureusement difficile de se procurer ce type d'ouvrage-là. Mais tout de même, si ça vous intéresse quand même, je vais continuer avec celui-ci, Ultimate Bestiary Revenge of the Horde. Voyez-vous, je l'ai dit une deuxième fois. Un bestiaire pour la 5e édition, faite par Nord Games. Et ça a une petite prémisse en parlant de la horde qui s'assemble dans les ténèbres, dans les interstices et les fissures, dans la forêt et les cavernes, dans les marais, au bord de l'affaiblissement de l'éclat du feu du camp. Et il réside les monstres. Et en fait, pourquoi ce bestiaire-là, précisément, je le mentionne dans ce top 5
tout simplement, vous allez voir, chaque bestiaire a un peu sa petite twist, a sa petite particularité qui fait de lui un ouvrage que j'apprécie bien. Et en fait, comme d'autres livres l'ont fait également, Ultimate Bestiary de Nord Games a vraiment ce talent-là de reprendre des monstres classiques du Monster Manual et de les adapter en leur donnant des variantes, en leur donnant des nouvelles capacités. En ayant, par exemple, ce n'est pas seulement un Gnoll de base, c'est un Gnoll chasseur, ou un Gnoll esclavagiste, ou un Gnoll prêtre de... Je ne sais plus c'est quoi leur nom, leur divinité, l'espèce de divinité de Gnoll. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve très enrichissant, puisque dans une partie, souvent les personnages vont être surpris lorsqu'ils sont aux prises avec des créatures de la même espèce, comme par exemple un Gnoll, justement, mais qui vont avoir des capacités ou des pouvoirs différents, ou même des points de vie et un challenge rating, un niveau de difficulté différent. Et Ultimate Bestiary le fait merveilleusement bien. C'est vraiment, vraiment un super bel ouvrage pour ça. C'est très... En fait, ça demeure très classique tout en étant très rafraîchissant, en voulant explorer la culture de certaines créatures, en voulant leur donner une profondeur qui n'est peut-être pas assez mise de l'avant, je trouve, dans la 5e édition. On dirait que j'appréciais beaucoup ça des bestiaires précédents à l'édition, à la 5e édition. C'était cette espèce de... On va dire, on prenait quand même le temps de développer souvent certaines créatures, leur donner un certain passé ou certaines habitudes. Il y a des ouvrages à la 5e qui ont voulu explorer un peu plus ça, comme par exemple Volo's Guide to Monster. Il me semble que c'est ça le titre. Mais je trouvais que le Monster Manual de base manquait un peu sa cible à ce niveau, mais Ultimate Bestiary de Nord Game le fait merveilleusement bien. Si ça vous intéresse, si vous voulez tester des créatures que vous connaissez déjà, mais qui sont, on va dire, mis sous d'autres lumières, avec d'autres possibilités, eh bien, c'est un bestiaire que je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. C'est la même chose pour, il me semble... Je voulais comme en parler juste dans un de cette série-là, mais c'est Monster Expand, qui est aussi en fait des livres. Ça, je me rappelle d'en avoir déjà parlé dans une autre vidéo. Ce sont des bestiaires qui reprend tous les monstres de base du Monster Manual en leur donnant justement des variantes et tout ça. C'est un peu le même concept. En fait, c'est le même concept, mais je trouvais que Ultimate Bestiary, on le connaissait peut-être un peu moins, mais qui est vraiment tout de même une belle valeur sûre. Je vous le conseille fortement. On continue avec le numéro 4. Il s'agit de Level Up Monstrous Menagerie, publié chez EN Publishing pour, en fait, Advance 5e édition. Advance 5e édition que je ne connaissais pas et que je ne connais pas, en fait, davantage, je vous avouerai très franchement, mais j'avais déjà entendu parler un brin ici et là via d'autres connaissances et d'autres rôlistes. Il me semble même d'en avoir déjà échangé avec Pierre-Louis Renaud de la chaîne de YouTube Game, mais je suis vraiment pas sûr. De ce que je comprends, c'est comme une version un peu revampée de la 5e édition. Tout est compatible. Le but étant de vouloir, en anglais, on va dire spice up, donner un peu plus d'épices à la 5e édition, lui offrant plus de possibilités. Et de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai lu, en fait, dans Monstrous Menagerie, c'est exactement ça que ça l'offre. Et pourquoi est-ce que cet ouvrage-là se retrouve dans ce top 5? Eh bien, déjà, on parle de plus de 600 monstres. C'est qu'il y a vraiment beaucoup. C'est un gros bouquin. C'est 530 pages. Je l'ai en PDF. Je suis content d'avoir en PDF parce qu'en physiquement, ça aurait pris de la place dans ma bibliothèque. Et ce qui est vraiment marquant, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années qui s'appelait Monsters Know What They're Doing. En tout cas, les monstres savent ce qu'ils font, qui est un ouvrage qui aborde en fait les stratégies que les monstres vont utiliser dans les combats pour, disons, mettre un peu plus le tout à leur avantage. Comment est-ce que les kobolds vont attaquer en groupe, comment est-ce que les dragons verts vont dire, piéger des personnages dans un marécage, etc. Et ce que j'aime beaucoup en fait, de Monstrous Menagerie, c'est qu'il tourne vraiment beaucoup l'emphase là-dessus, sur les stratégies des monstres. Et en plus d'avoir en fait leur stats block, en plus d'avoir leurs caractéristiques, leurs particularités, ce qu'ils peuvent offrir en matière de danger, en matière de possibilités, ils ont également aussi des stratégies, des techniques pour rendre les combats plus intéressants. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué en fait de ce livre-là. Et ça le fait quand même vraiment, vraiment bien. En fait, c'est ça qui est vraiment surprenant. J'ai trouvé que c'était très bien élaboré, très bien pensé. Je n'ai pas lu Les monstres savent ce qu'ils font. J'en ai beaucoup entendu parler. Peut-être que ça s'équivaut, mais de pouvoir avoir les deux à la fois, d'avoir autant
les stratégies mis de l'avant, mais aussi les caractéristiques des monstres, c'est gagnant-gagnant de mon très humble avis. Sinon, les monstres sont corrects. Il n'y a rien qui m'a vraiment jeté par terre en matière de saveur, en matière de thème. C'est des monstres qu'on connaît, des nouvelles créatures qui font penser à des créatures qu'on connaît déjà, mais avec une petite twist différente. C'était vraiment plus l'apport de la manière comment ceux-ci peuvent être utilisés mécaniquement parlant en jeu pour leur donner un peu plus de boost, leur donner un peu plus de puissance de feu, ce qui a vraiment marqué mon attention pour cet ouvrage-là. Et si jamais vous cherchez un livre qui pourrait vous donner quelques astuces en matière de quoi faire avec telle créature, comment est-ce que celle-ci pourrait être un danger pour les aventuriers, pour les personnages, eh bien, Monster Menagerie de Level Up Advanced 5e édition. Jetez un coup d'œil là-dessus, ça vaut vraiment la peine. On continue avec mon numéro 3. Il s'agit de Grim Hollow de Monster Grimoire, et qui est un ouvrage publié par Ghostfire Gaming pour la gamme Grim Hollow. Si vous ne connaissez pas Grim Hollow, c'est un setting dark fantasy horrifique qui a été publié pour la 5e édition. Il y a plusieurs ouvrages, des livres de base, des options de personnages supplémentaires, des nouvelles possibilités, et ils ont sorti au travers de ça un bestiaire qui est le Monster Grimoire, qui est, à mon sens, pourquoi est-ce que je l'ai mis, c'est un peu, saveur personnelle, parce que j'aime beaucoup la dark fantasy, j'aime beaucoup l'horreur gothique et tout ça. J'ai aimé, autant je suis parfois très critique envers la 5e édition, j'ai personnellement bien aimé le livre voyons, comment il s'appelle, le chasseur de vampires dans Donjon Dragon. Bref, lui qui chasse Strahd dans Curse of Strahd. Il y a un ouvrage qui est sorti sur lui il y a quelques temps déjà, un peu plus un an et demi peut-être, même peut-être 2 ans. Mon Dieu, le temps passe vite. Et c'était sur, justement, Ravenloft, les plans, les demi-plans, les nouvelles créatures, comment jouer ces créatures-là et tout ça. Et Monster Grimoire joue dans ces eaux-là, joue dans cette saveur-là. Ça me fait beaucoup penser à ça à de nombreux égards, surtout pour les monstres, les créatures, les malédictions, comment est-ce que celles-ci peuvent venir atteindre les joueurs, les personnages plutôt, parce que les joueurs, on ne veut pas vraiment qu'ils soient maudits. Et c'est vraiment plus une saveur personnelle que moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire des monstres dans un contexte un peu plus horrifique, 400 nouveaux monstres dans un contexte horrifique, des stats blocs, des caractéristiques qui sont proposées. Et ça va vraiment aussi dans le plus original. On est moins dans le gobelin, le dragon et tout ça. Beaucoup de undead, beaucoup de morts vivants, beaucoup de créatures, justement des fantômes, des choses comme ça. Quelque chose qui vient un peu plus titiller la part sombre et dark que vous pouvez instaurer ou non dans Donjon Dragon. Bien entendu, c'est assez modulable à ce sens. Et en fait, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que c'est quand même très... Pour de la 5e édition, j'ai trouvé que c'était très vicieux. Et là, je vais m'expliquer, c'est pas négatif de la manière que je dis ça, dans le sens que les monstres sont bien développés pour être dangereux. Ce sont des créatures qui sont dangereuses, ce sont des créatures qui représentent des réelles menaces pour les personnages. Et c'est quand même aussi très très bien dosé, dans le sens que j'ai l'impression, du moins de ce que j'ai pu lire, quand j'ai lu l'ouvrage, le PDF aussi, et également les autres commentaires que j'ai pu lire en ligne, ça m'a donné vraiment beaucoup l'impression que c'était très bien pensé en matière de niveau de difficulté. Si vous pensez que cette créature-là pourrait être, on va dire, un bon challenge pour votre groupe de joueurs parce que le niveau de difficulté le présente ainsi, il semblerait que c'est bien fait en ce sens. Parfois, le niveau de difficulté, c'est quelque chose qui est assez subjectif même. C'est déjà arrivé des créatures que tu dis, ouais, ok, cette créature-là a un challenge rating, un niveau de difficulté qui est tant, mais dans tel contexte, elle va juste défoncer votre groupement de personnages. Et parce qu'au final, c'est tout dépendant aussi dans quel endroit tu te bats, c'est quoi les autres créatures, est-ce qu'il y a d'autres contextes, est-ce qu'il y a une mise en situation qui donne un certain désavantage aux personnages. Mais Monster Grimoire de Grim Hollow a vraiment cette petite touche de quand même être assez précise dans ses niveaux de difficulté. Ça m'a marqué, je trouve ça intéressant. Et pour vrai, c'est le genre de choses que je me dis, si j'avais l'opportunité de refaire Curse of Strahd, j'utiliserais assurément ce bestiaire-là avant d'utiliser le bestiaire de base de Curse of Strahd pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de saveurs, il y a plus de possibilités, il y a plus de tout en fait. On s'entend, c'est plus de 400 monstres. Ça en fait des créatures horribles à devoir défoncer à coups d'armes bénies. Et si vous êtes un tant soit peu friand d'horreur gothique et de danger dans les nuits obscures, eh bien, je vous conseille fortement Monster Grimoire de Grim Hollow. Mon numéro 2, un ouvrage que j'aime particulièrement beaucoup, c'est pour de nombreuses raisons.
Il s'agit en fait de Monster of the City de Cawood Publishing. Cawood Publishing qui, si vous ne connaissez pas cette maison de publication-là, je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'elle fait puisqu'elle a publié de nombreux bestiaires sur plein de thématiques différentes. Les Feywild, c'est le monde de la féerie avec les fées, tout ça. Des monstres souterrains, il y a les monstres des espaces sauvages, etc. Ils ont aussi sorti les monstres des donjons, c'est plus classique un peu. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup marqué en Monster of the City, c'est vraiment en fait, ça le dit dans le nom, des monstres de la ville. Et ça, je trouve ça très, 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 très intéressant dans le contexte où parfois on va retomber souvent sur la même saveur ou les mêmes thèmes ou les mêmes dangers lorsque des personnages vont explorer une ville. T'sais, on va penser à des rats, on va penser à des bandits. C'est vraiment le classique personnage non joueur, des NPC à la limite qui sont plus un danger que des réelles créatures ou des réels monstres. Mais Monster of the City apporte cette saveur-là, apporte ce vent de fraîcheur dans un lieu où parfois il est peut-être un peu plus difficile d'incorporer certaines créatures ou certains types de monstres. On peut avoir l'impression que c'est plus difficile de venir, on s'entend dans l'espace sauvage, c'est facile d'incorporer un gros dragon qui vient cracher des flammes sur les personnages, mais dans le contexte d'une aventure en milieu urbain, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que les personnages peuvent aller, c'est quoi le danger vraiment inattendu qui peut les surprendre sur le coin en fait, d'une ruelle, et bien là, Monster of the City le propose. Et par contre, ce qui est un point vraiment intéressant avec ce livre-là tout de même, le contexte même d'une ville, d'une cité, a quelque chose un peu plus social. On s'entend. On est un peu plus dans un endroit où il y a la possibilité d'échanger, de discuter, de parlementer avec l'ennemi peut-être, que dans un espace sauvage. Du moins, ça me donne cette impression. Et il y a beaucoup, beaucoup de monstres dans ce livre-là qui ont en fait une possibilité de communication. Ce n'est pas juste comme un gros... pas juste un gros monstre, une grosse ooze, un gros flageoleur mental. Bon, pas un flageoleur mental, c'est intelligent, mais un gros cube gélatineux. Là, on s'entend, il y a des créatures, des personnages non-joueurs qui sont des humanoïdes et qui peuvent communiquer, qui peuvent échanger, qui peuvent avoir des objectifs, des buts qui sont intéressants et aussi qui peuvent, on va dire peut-être même s'allier avec les personnages dans un certain contexte ou même dans une certaine situation. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans ce livre-là. Il y a moins de créatures. C'est un plus petit ouvrage que les précédents que j'ai mentionnés. Mais tout de même, la qualité est vraiment là, autant dans le fond que dans la forme. Visuellement, c'est super beau, tout est en couleur, des dessins qui font différent de ce qu'on voit habituellement dans la 5e édition et qui sont un peu aussi la patte de la maison de publication de Cawood Publishing parce que tout leur bestiaire a un peu ce visuel-là. Et si jamais ça vous intéresse, moi je pense des fois ces temps-ci justement à une partie un peu plus urbaine, je cherche des idées pour des parties plus urbaines et Monster of the City m'a vraiment, vraiment donné beaucoup de jus à ce niveau-là pour les créatures, mais aussi également pour la ville en soi. Où est-ce que les monstres peuvent se cacher? C'est quoi en fait les lieux de... l'angle mort de certaines villes, comment est-ce que celles-ci peuvent justement cacher des zones où les créatures peuvent proliférer et autres éléments comme ça. Donc ça, pour vrai, gros coup de cœur, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil à ça si vous avez l'intérêt et l'intention de faire une partie peut-être un peu plus sur les toits des maisons et dans une grande cité infinie. Et finalement, mon numéro 1, eh bien je l'ai dans mes mains. C'est plutôt rare concernant des livres de la 5e édition, surtout les non-officiels, je vais souvent les avoir plus en PDF, mais lui, je l'ai physiquement dans mes mains. Je suis très content de l'avoir, justement. Ça explique en partie pourquoi c'est mon numéro 1. Il s'agit de A Folklore Bestiary des Merry Mushmen. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui était uniquement sur ces livres-là, parce qu'ils sont sortis en fait en 2 versions. Il y a une version pour la 5e édition, et il y a une version qui est pour OSE, Old School Essential. Et pourquoi est-ce que ça se retrouve au numéro 1? Il y aurait énormément de choses à dire. Je vais quand même essayer d'être concis à ce niveau-là. Là. Déjà, le visuel, ce livre-là est beau comme ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un visuel complètement éclaté. Qui est digne des Merry Mushmen. Les Merry Mushmen, ceux qui font knock, pour ceux qui se posaient la question. Il y a une touche, une patte qui
qui en fait provient de plein d'artistes visuels différents, plein d'illustrateurs, des illustratrices qui ont fait des visuels pour le livre et qui ont justement des approches très différentes les unes aux autres et qui donnent justement cette saveur-là bien particulière qu'on connaît de chez les Merry Marshman et qu'on retrouve dans ce livre-là, qui est quand même un peu plus cadré que le Nock classique, qui est comme un peu un fourre-tout, là, une espèce de bac à sable d'objets et d'éléments en tout genre qu'on peut aller fouiller dedans. Là, c'est vraiment comme un bestiaire. C'est présenté ainsi, avec des créatures, leurs caractéristiques, leurs possibilités, tout ça. Et j'aime énormément ça parce que c'est aussi du folklore. Étant un grand fan de folklore, j'avais même commencé une série là-dessus que j'ai pas continué parce que c'est de la job, mais j'aimerais ça y revenir éventuellement. Mais c'est du gros travail. C'est des créatures de folklore, c'est des créatures qui proviennent de différentes légendes, des vraies légendes, d'un peu partout dans le monde, de France, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Nord aussi. Des créatures qui viennent de véritables légendes, de passés, d'histoires racontées. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est basé sur des croyances qui viennent du vrai monde, de notre univers, mais qui ont été transposées dans un monde fictif et qui les rendent en fait utilisables dans le contexte d'une partie. Et même que ce soit pour Donjons Dragons ou un autre jeu, moi, c'est une source d'inspiration que je trouve absolument magique, incroyable, parce que là, on s'entend, ce n'est pas seulement une personne chez eux qui s'est dit « Je vais faire un monstre qui est un Gunol, mais il va tirer du feu. » Non, non, là, on est dans une créature qui s'appelle l'exemple, j'ai ouvert la page au hasard, le Krat. C'est un monstre d'Estonie, déjà, et c'est comme un assemblage de plein d'objets en tout genre, un genre de golem qui se déplace et qui est un assemblage de plein d'objets en tout genre. Ça doit être une genre de, ouais, c'est une construction. Challenge rating 1,5, ok, c'est vraiment pas très fort, mais juste ça, c'est déjà énormément de saveur, et là, on se dit qu'il y a de tout, absolument de tout, pour tout le monde, parce que ça va dans tous les types de légendes et tous les types de possibilités. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait, selon moi, ce livre-là un bon bestiaire, un excellent bestiaire, c'est aussi le fait que chaque monstre qui est présenté a vraiment son histoire qui est affichée. Et cette histoire-là a du jus à revendre. C'est même pas ça l'expression, je viens de l'inventer, du jus à revendre. Elle a du carburant on va dire, à créer des aventures, à créer un scénario complet autour même de cette créature-là. Et ça, je me rappelle que j'avais lu ça. Les Merry Marshman l'avaient mentionné dans, je pense, c'est la description même du livre sur leur site internet, que l'objectif, c'était aussi de donner des créatures qui avaient la possibilité de ne pas être tout simplement incorporées dans une histoire, mais qui étaient aussi la base d'une histoire en soi. Tout peut tourner autour de cette créature-là et que je suis vraiment d'accord parce qu'il y a du stock. C'est un tout petit ouvrage, voyez-vous, vraiment plus petit que tous ceux que j'ai pu présenter. Ça doit être le plus petit de toute la liste des 5 bestiaires que j'ai pu mentionner. Mais, oh mon Dieu, que genre, chaque monstre, tout est écrit vraiment à la perfection. Ça a son espèce de... Chaque mot est important. Chaque définition a son sens. Il y a les monstres qui ont ce qu'on appelle des hooks, des accroches de scénario. Comment est-ce qu'on peut les incorporer dans un scénario? Comment est-ce qu'on peut créer un scénario autour de cette créature-là? Pour moi, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir d'un bestiaire, c'est ça. Ce n'est pas seulement ses caractéristiques, bien qu'elles soient présentes dans ce livre-là, et c'est intéressant, mais c'est aussi le fait qu'il est en quelque sorte ce moteur-là qui nous permet d'avancer dans une histoire, dans une aventure. Il n'est pas simplement une rencontre qu'on a au hasard au coin d'un donjon. C'est cette espèce de... C'est l'objectif. C'est soit la finalité de l'aventure, soit le début, ou soit peut-être même que c'est en fait... l'aventure, c'est le voyage d'un point A à un point B fait avec le monstre en soi, peut-être. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais tout simplement pour dire que les possibilités sont immenses et c'est ce qui m'a énormément marqué avec ce livre-là de toute beauté. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, c'est parmi les 5 bestiaires que j'ai pu mentionner, si vous êtes un féru de la 5e édition, c'est celui que on peut dire que je vous conseille le plus. Vraiment, vraiment, vraiment. A Folklore Bestiary des Merry Marshman. Avec, bien sûr, en deuxième, c'est Monster of the City, etc. Mais si vous devez en faire un seul choix dans le lot, je vous conseille celui-ci. Autant pour le fond que pour la forme. C'est juste tellement beau et tellement bon et inspirant comme bestiaire. J'aime ça, les bestiaires. J'adore les bestiaires. Et vous,
Quel bestiaire aimez-vous? Quel bestiaire vous inspire? Quel livre de monstres est-ce que vous utilisez pour vos parties de la 5e édition? Bien sûr, vous allez me dire peut-être Tome of Beast et Codex Monster, parce que c'est souvent ça qui ressort, mais il y en a plein d'autres. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres que vous connaissez, que vous appréciez énormément. Et dites-moi en commentaire, je serais curieux de savoir si vous avez apprécié cette vidéo-là. Dites-moi-le également. Si vous avez des questions, commentaires, messages, insultes, vous pouvez les mettre aussi en commentaire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.